Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. À quoi ressembleront nos vêtements dans 10 ou 20 ans? Seront-ils forcément connectés, intelligents? Quelles sont les fibres que préparent déjà les fabricants? Ce sera notre sujet de la semaine, juste après ces titres. Smart Money, c'est la chronique des placements d'avenir et des monnaies du futur. On va se pencher sur les biotech. Peuvent-elles encore progresser après une année 2020 de forte croissance? Dans Smart Connect, on découvre, vous le savez, la face cachée et passionnante du e-commerce, tout ce qui se passe avant qu'un colis n'arrive dans votre salon. Et si l'avenir était au colis réutilisable, c'est ce que propose la start-up Ipli. Je recevrai sa cofondatrice Léa Gott tout à l'heure. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on débattra de la ville du quart d'heure. La mairie de Paris en fait un objectif, une ambition. On va voir ce que ça change en termes d'infrastructure. Voilà pour les titres, on a 1 heure pour les développer. Bienvenue dans le futur. C'est l'hiver, on s'habille chaudement et connecté. On ouvre notre dressing du futur avec Jacques Gindre. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe Mulliez Fleury. Bienvenue, vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité et ces vêtements qui sont déjà aujourd'hui des vêtements connectés. Et puis avec nous en visioconférence, Pascale Grandsagne, la fondatrice de la marque Germaine Després. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends parfaitement. Bon, super, très heureux de vous accueillir dans Smart Future. Jacques Gindre, votre groupe conçoit et fabrique des vêtements professionnels et de santé. Est-ce que ces vêtements, d'une manière générale, on rentrera après un peu plus dans le détail, mais est-ce qu'ils sont de plus en plus connectés, ces vêtements ? Alors, ils sont de plus en plus connectés. Pourquoi on connecte un vêtement aujourd'hui ? Les deux grandes voies de développement de notre métier, c'est un vêtement plus éthique et un vêtement plus connecté. Plus connecté pourquoi ? Essentiellement pour faire du monitoring. C'est-à-dire monitoring pour la santé et monitoring pour la sécurité au travail. Ouais. Donc monitoring, ça veut dire qu'on récupère des données au fur et à mesure. Des données physiologiques, des données physiques de géolocalisation pour protéger les salariés ou pour faire des soins et monitorer, prévenir une maladie, par exemple, là, avec Chronolife. On va en parler de Chronolife. Ne dévoilez pas ça tout de suite parce que c'est vraiment passionnant. Voilà, mais en fait, le but du jeu, c'est que quoi de mieux qu'un vêtement que l'on porte tous les jours, pour pouvoir monitorer le comportement de son corps et prévenir les maladies qu'il peut y avoir. Et les fibres elles-mêmes, est-ce que là aussi, il y a des technologies qui évoluent et qui évoluent rapidement? Est-ce que vous travaillez en recherche et développement sur les fibres? Alors, on travaille bien sûr beaucoup sur les fibres, mais aujourd'hui, on est toujours au stade du capteur. C'est un capteur qu'on va insérer dans un vêtement. La fibre, les fibres qui sont dites connectées ou connectables, aujourd'hui, on ne les utilise pas parce qu'elles ne sont pas ou difficilement lavables dans un milieu industriel. Voilà. Mais on est très à l'écoute de ce qui peut se faire sur cet aspect-là. Je voudrais, Pascale Grandsagne, que vous me disiez très spontanément, parce que vos vêtements, ils sont en fibre naturelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée de vêtements connectés ? Alors, ça ne m'inspire pas vraiment, parce que je trouve que c'est encore une espèce de traçabilité un peu inconnue pour moi. Pour l'instant, je trouve que tout ce qui est connecté m'inspire plutôt des références comme des certifications, comme le GOTS ou des certifications d'origine de produits. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Vos vêtements, ils sont en fibre naturelle. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, par exemple, je travaille en ce moment énormément la fibre de lait, qui est une matière totalement écologique, 100% écologique. Alors, qu'est-ce que c'est la fibre de lait? En 2 mots, c'est fait à partir de lait périmé. Donc, on recycle totalement. Au lieu de jeter du lait, donc on le recycle pour en faire des fibres, et qui sont une fibre totalement écologique, antibactérienne, très résistante et compostable. Donc, peut-être vouer un bel avenir, voilà, pour substituer au coton.
Donc, parce qu'il y a cette idée de ne pas appauvrir la planète. Est-ce que, pour autant, on pourrait se dire la fibre synthétique, c'est une solution, le lycra, l'élastane, etc. Vous n'en voulez pas, vous? Non, moi, j'en veux pas parce que de toute façon, c'est fait à base de pétrole. Donc, dans les fibres naturelles, soit vous utilisez du lin, soit vous utilisez du coton, soit vous utilisez du chanvre, enfin, tous ces nouveaux matériaux issus de l'agriculture. Mais le lait, l'avantage du lait, de la fibre de lait, c'est qu'elle est très peu consommatrice d'eau. Par exemple, pour faire 1 kg de fibre de lait, il vous faut 2 litres d'eau contre 10 000 pour le coton. Voilà. Donc, je pense que pour économiser de l'eau aujourd'hui, qui sera sûrement vraisemblablement un des problèmes de l'avenir, la fibre de lait semble être une alternative assez écologique et en plus, on recycle. Voilà, c'est un matériau on recycle donc, étant donné qu'on est grand producteur laitier en France, c'est, je pense, une production qui pourrait avoir pas mal d'intérêt en Europe, en tout cas occidentale. Jacques Gindre, un vêtement intelligent, connecté et durable. C'est possible. Tout à l'heure, vous avez dit éthique et c'est les devoirs et connexion. Voilà, je rejoins ce que dit Madame. Ouais. C'est-à-dire que l'avenir, il est vers un vêtement, vers un tissu plus éthique, c'est-à-dire plus de proximité, c'est-à-dire avec des origines de fibres qui viennent de moins loin et avec des fibres qui sont de moins en moins polluantes. Et effectivement, le coton est pas forcément un bon élève aujourd'hui et le polyester encore moins. Ouais. Pour moi, c'est évident. Pour nous, le chanvre et le lin sont des fibres d'avenir dans notre métier. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas au point pour le vêtement professionnel. L'équation économique, je dirais, qualité physique et économique n'est pas adaptée, mais je pense que c'est une voie d'avenir très très sérieuse. Peut-être le lait, je n'ai pas étudié. Eh ben ça, vous allez pouvoir maintenant que vous avez une interlocutrice. Mais dans ce que disait Pascal Gransheim, ce qui est intéressant aussi, et on va en parler en s'appuyant justement sur l'exemple Chronolife, ce partenariat que vous venez de signer, c'est la première réaction. Moi aussi, ma première réaction quand on me dit vêtements connectés, on est déjà pisté partout, ben oui, Big Brother, on est tracé, on va encore plus être tracé. On va prendre cet exemple de ce partenariat. Chronolife, c'est une société française d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la santé numérique. Quel type de vêtements vous allez produire avec eux? Alors, je partage ce que dit Madame sur le monde trop connecté. Ouais. Aujourd'hui, le partenariat qu'on va développer avec eux, c'est un partenariat industriel. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de Chronolife nos savoir-faire industriels pour pouvoir monter ce vêtement qui est très complexe. Et donc, il s'appuie sur notre engineering et sur le savoir-faire pour pouvoir monter ce vêtement, associer les capteurs et faire un vêtement qui puisse être fiable. Il est pour qui? Pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est ça essentiellement? Il est pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, des gens qui sont en menace d'avoir ou une crise d'épilepsie ou d'incidence cardiaque. Et ça prévient, c'est-à-dire que quand vous portez ce vêtement, ça prévient, ça donne des signes avant-coureurs d'un accident de santé. Donc ça, là-dessus, je suis... Oui, mais je rebondis sur ce que disait Pascal Gransheim, c'est-à-dire que ces données, il faut bien les protéger. Si elles vont à mon assureur ou à mon banquier, il va peut-être arrêter de m'assurer ou de me faire des prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette grande peur derrière les vêtements connectés, ou vers les objets connectés en général. Oui, alors je dirais, ça se gère la peur. Donc, quand je dis ça se gère, c'est-à-dire qu'il faut protéger les données. Ouais. C'est clair qu'il faut que ça soit dans un respect scrupuleux, du même ordre que le carnet de santé ou les informations médicales. Et je pense, moi je m'inscris dans cette voie-là que si ça fonctionne comme ça. Si c'est pour... et là, on doit consacrer des moyens importants pour que ça protège, mais ça ne expose pas à des risques de divulguer, de menacer, comme vous dites, de ne pas avoir certains prêts parce qu'on a des problèmes de santé ou autres. Ouais. C'est comme un monitor. Plutôt que de porter un monitor, c'est une boîte externe, parce qu'il y a certaines maladies où les gens se promènent en permanence avec un petit boîtier, ça vous permet d'améliorer le confort et de prévenir certains risques. Je suis d'accord sur la protection des données. Oui, ça fait partie de notre prérequis
en s'engageant là-dedans. On peut pas, parce qu'en plus, nous, c'est le milieu professionnel ou les milieux de la santé, c'est un prérequis de nos clients et dans l'équation de données, quoi, de départ, je veux dire. Et c'est vrai que la loi française, la loi européenne, ce sont des textes RGPD, qui nous protègent plutôt plus que dans d'autres pays. Malgré tout, il y a quand même un risque de hacking, il existe et il doit être pris en compte. Pascal Gransagne, si on se projette dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez ce métier, le métier qui est le vôtre? Est-ce que vous imaginez que des vêtements confortables en fibre originale comme ce que vous faites avec la fibre de lait vont cohabiter avec des vêtements connectés? Je pense que finalement tout va être connecté, c'est sûr, un jour ou l'autre. Donc pour en revenir à la fibre de lait, et peut-être que on peut aussi en faire des vêtements connectés pour la santé, parce que c'est une fibre qui est allergénique, résistante, antibactérienne, et déjà au Japon, on en fait des draps pour les hôpitaux. Donc on peut imaginer effectivement, je ne sais pas comment fonctionne un vêtement connecté, mais je pense que oui, avec les fibres naturelles, on peut faire aussi des vêtements connectés. Mais alors ça, c'est vraiment pas inimaginable dans mon secteur pour l'instant, mais oui, on n'est pas dans le fantasme, dans le délire, on est dans un futur assez proche. Si je reviens sur la question de la fabrication, c'est ce que disait Pascal Gransagne, comment vous faites? C'est-à-dire que comment vous insérez des capteurs dans un vêtement? On est dans de l'ultra-miniaturisation? C'est un travail de grande précision. C'est-à-dire que c'est un vêtement, on va enchasser, si vous voulez, des capteurs ultra plats dans des petites gaines, et ensuite on va coudre par-dessus. On va faire attention de bien manipuler les fils pour que ça soit que tout ce petit monde-là puisse être préservé, quoi. Mais c'est plus du travail, c'est comme du montage, je dirais, d'une montre, quoi. C'est de l'assemblage d'électronique et d'éléments textiles. Voilà. Mais avec des machines qui le font Non, c'est la main. C'est la main humaine. Non, la machine, bien sûr qu'on pique, mais c'est la main qui va enchasser, qui va... il n'y a pas encore de robot suffisamment précis ou inventif pour faire ce genre de métier. Pas encore. On a des machines qui piquent plus ou moins vite, mais c'est la main de l'homme, la main de l'homme et de la femme qui guide la manœuvre. Quand vous aussi, je vous pose la même question qu'à Pascal Gransagne, vous vous projetez dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez votre métier? Mon métier, il sera beaucoup plus éthique, ça c'est sûr, j'en suis convaincu. Je pense qu'on recyclera quasiment 90 à 100% de ce qu'on va mettre sur le marché. Et on aura des vêtements qui auront une fonctionnalité accrue. Ils ne serviront pas seulement à nous vêtir ou à nous rendre élégants ou à nous protéger du froid, etc. Ils vont nous renseigner, mais ils vont nous aider, ils vont nous aider à mieux faire notre travail, à aider, je dirais, le travail de groupe, à prévenir certaines maladies, certains traumatismes. Voilà comment je le vois. Ouais. Et les données des vêtements que vous allez produire... Et je veux plus en proximité. Et je pense que c'est un vêtement qui sera, quand je dis plus éthique, il sera plus en proximité. Aujourd'hui, le vêtement que vous portez, vous pouvez vous imaginer d'où il vient et tout le chemin qu'il a parcouru entre les fibres, le montage, etc. Je pense qu'il sera beaucoup plus... ça sera un produit qui sera plus fait en proximité. Avec avec la relocalisation dont on parle beaucoup qui va s'opérer dans ce secteur aussi. Mais je pense que c'est un phénomène incontournable. Pascal Gransagne, un dernier mot pour cette première partie. Ensuite, on va écouter la chronique d'Olivia Hieré-Dobré sur justement la proximité. Vos vêtements, vous disiez la France est un producteur de lait, donc vous allez chercher la matière première tout près de chez vous, en tout cas en France? Alors, pas encore, mais je me bats pour ça, effectivement. Alors déjà en Italie et en Allemagne, ils ont lancé la production de lait. Moi, je vais encore la chercher un peu plus loin. Mais oui, il faut se battre. Les industriels ici ont tout ce qu'il faut pour mettre en place, en tout cas, de la fibre de lait, de recycler le lait avarié pour en extraire la protéine de lait et en faire des fibres. C'est tout à fait faisable en France, puisque nos voisins le font déjà. Mais voilà, il faut se battre. Voilà, faut se battre pour mettre
place et je pense qu'au lieu de jeter, on peut recycler. Voilà. Je crois que vous êtes sur la même ligne sur cette question. Allez, on va faire un tour d'horizon d'autres innovations en matière de vêtements avec Olivia Ayeré-Dobré. Olivia Ayeré-Dobré pour nous parler des dernières innovations en matière de vêtements intelligents. Olivia. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et on commence par des chaussures connectées. C'est ce que propose la marque américaine Under Armour, leader mondial d'équipements de sport innovants. Et je vais vous présenter aujourd'hui la chaussure de running Over Machina. C'est une paire de baskets qui est équipée d'une puce Bluetooth à l'intérieur de la semelle et la puce va permettre de connecter vos chaussures à une application sur smartphone qui s'appelle Map My Run. Alors sa particularité à cette application, c'est qu'elle fonctionne comme un coach personnel. Elle va calculer en temps réel la longueur, la cadence et le rythme de vos foulées et vous donner des conseils. Et après vos séances, Map My Run va aussi traiter vos données et vous apporter des astuces pour mieux courir et progresser. Et cette chaussure est vendue en France depuis l'année dernière. Si mes chaussures commencent à m'engueuler quand je vais à moins de 10 km/h, bon, on n'a pas fini. Alors on reste dans le sport, avec les sports d'hiver, même si ce n'est pas possible d'en faire pour l'instant, enfin, sauf pour ceux qui sont très très courageux. Une combinaison de ski qui permet d'améliorer les performances et aussi, c'est important, de prévenir les blessures. Oui, et c'est le spécialiste allemand des vêtements de montagne, Schöffel, qui a lancé un label dédié aux vêtements intelligents. Et la première pièce issue de ce projet est une combinaison de ski baptisée Intellitex Heat. Alors Heat pour chaleur en anglais, puisque la veste peut chauffer grâce à un système innovant, l'intégration de nanotubes de carbone d'1 millimètre d'épaisseur. Et c'est une technologie qui n'est pas perceptible, contrairement à celle des vestes de ski chauffantes traditionnelles. La chaleur s'active par la simple pression d'un bouton et on peut régler les niveaux de chauffage pour plus de confort. Il y a aussi un coussin chauffant qui est incorporé dans la zone des épaules. Le pantalon, quant à lui, il dispose d'une membrane chauffante en carbone dans la zone des cuisses. Et il faut savoir que Schöffel est le premier fournisseur au monde à fournir ce genre de pantalon. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ces vêtements de ski permettent d'améliorer les performances et d'éviter les blessures ? Selon l'entreprise allemande, les muscles, une fois chauds, sont plus puissants, c'est ce qu'elle explique, et assurent donc une meilleure stabilité à des vitesses élevées. Enfin, les articulations chaudes sont moins sujettes au traumatisme. Et cette combinaison est vendue depuis cet hiver. Elle coûte très cher. Elle coûte très cher, oui. On va attendre un petit peu aussi, peut-être pour l'acheter, en tout cas pour aller faire du ski. Ça, c'est sûr, à cause du contexte Covid. Tiens, justement, on va parler d'une innovation pour lutter contre la pandémie, des gants intelligents et connectés. Oui, Thomas, et ça, c'est une solution pour les gens ultra maniaques comme moi qui ont horreur de toucher les barres dans le métro. Ça, c'est vrai. Ou les poignées de porte. C'est vrai que vous êtes la personne qui utilise le plus de gel que je connaisse, ça c'est sûr. Voilà, bienvenue au club si vous êtes comme moi. Mais aussi pour toutes les professions qui sont en contact régulier avec le public, les commerçants par exemple qui échangent de la monnaie et pour qui il est difficile de se laver les mains plusieurs fois par heure avec du gel hydroalcoolique, ces gants sont fabriqués en tissu traité avec du dioxyde de titane, un catalyseur qui accélère la destruction des virus quand il est en contact avec des rayons UV. Ainsi, lorsque ces gants sont exposés à la lumière naturelle du soleil, ils sont désinfectés en 2 à 3 minutes. Et lorsqu'on les passe sous la lampe UV qui est vendue avec, 99,9% des germes sont éliminés en moins de 30 secondes. C'est génial. Vous pouvez donc décontaminer vos gants très rapidement après être passé dans le métro ou avoir manipulé des objets. Alors, comment savoir quand ils sont vraiment désinfectés, ces gants ? À l'intérieur, il y a un capteur qui, connecté à une application mobile, indique le temps de désinfection nécessaire. Et cerise sur le gâteau, ils sont fabriqués en France et c'est la start-up Spinelli Design, spécialiste du textile intelligent, qui est à l'origine de cette innovation. Merci beaucoup, Olivia. Merci à tous les deux. Le temps a filé. Je voulais vous faire réagir, mais on n'a pas le temps. On se reverra sûrement pour parler de l'aspect éthique, notamment de votre métier dans Smart Impact. Merci, Jacques Jeanne. Merci aussi à Pascal Grandsagne qui était avec nous en visioconférence. Bon vent, bonne journée à vous. Bon vent à votre marque, évidemment, Germaine Després. Allez, à tout de suite. Tout de suite, on parle d'argent dans Smart Future. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
Faut-il encore investir dans le marché des biotechnologies après une année 2020 de forte croissance? C'est le thème de ce Smart Money avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine, heureux de vous retrouver. Bonne année, hein, puisque c'est la première fois qu'on se voit en 2021. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. Peut-être on peut commencer par une définition. C'est quoi les biotech? Les biotech, c'est vrai que ça décompose en deux mots. Il y a d'abord le mot bio, bios en grec qui veut dire la vie, et puis technologie. Technologie, c'est aussi un mot grec, signifie les études des techniques. Alors, justement, les biotech, se réfère donc aux techniques qui ont une prise sur la vie, avec l'objectif surtout de la modifier et de l'améliorer. Ouais. Alors les biotech, c'est un marché, c'est une industrie qui est assez jeune, 40 ans d'existence, et qui est dans plusieurs domaines d'activité. On peut retrouver des biotech dans le domaine agricole, agroalimentaire, dans le domaine de la chimie également. Mais là où les biotech sont les plus représentés, c'est dans le domaine de la santé. C'est que l'industrie pharmaceutique représente à peu près 90% des biotech. Alors, où en est le marché? Qui domine ce marché aujourd'hui? Eh bien, sans surprise, ce sont les États-Unis qui dominent le marché. Alors, les biotech, c'est un marché à peu près qui pèse 1200 milliards de dollars. C'est, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près ce que vaut Amazon. À peu près, voilà, c'est l'ensemble des biotech. Il y a 800 sociétés biotechnologiques cotées dans le monde, et les États-Unis, c'est à peu près un peu plus de la moitié du marché. La plus grande société biotechnologique au monde, c'est Amgen, valorisée 132 milliards de dollars, donc c'est assez conséquent. Et c'est une société qui produit des médicaments qui vont stimuler des globules blancs afin de lutter contre certaines infections. Donc les États-Unis qui dominent ce marché, l'Asie en deuxième position, oui, c'est ça? Tout à fait. L'Asie est devenue un gros acteur dans les biotech, à peu près 25% du marché, avec essentiellement deux pays, dans la Corée du Sud et la Chine, qui sont les leaders asiatiques dans les biotech. Avec des exemples là aussi de sociétés? Oui, il y a des exemples. Alors la Beigen, qui est une société chinoise et qui dispose aussi de nombreux financements étatiques pour développer leurs produits un petit peu partout dans le monde. L'Europe? Alors l'Europe, on n'est pas très bien classé en Europe. On dispose à peu près de 20% du marché, 150 sociétés. Les pays qui dominent le marché en Europe, c'est essentiellement les Danois et les Suédois. On va trouver également les Allemands, mais qui possèdent les plus grosses sociétés biotechnologiques. Et la France dans tout ça, on est où? Et alors la France, on n'est pas extrêmement bien classé en France, puisque la France compte uniquement 4,2% des sociétés biotechnologiques dans le monde. On a 34 sociétés cotées à Paris. Les plus importantes, c'est DBV Technologies et Genfit, mais entre guillemets, sont un peu des nains par rapport aux sociétés américaines, parce que par exemple Genfit pèse 160 millions d'euros, comparé à Amgen à 132 milliards, on n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. C'est une société qui est dans le médicament aussi, oui. Genfit, c'est ça? Alors Genfit, c'est une société effectivement qui a développé un médicament, l'Elibrafinor, qui permet de lutter contre des maladies du foie. Voilà, et c'est une société qui est cotée à la Bourse de Paris. Avec pas mal de start-up quand même en France. Voilà, dans ce secteur. Alors, on peut dire que du côté des start-up, on est plutôt très bien classé. On est premier en Europe. On a 700 startups qui sont en Europe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire le pont entre les startups et la mise sur le marché public, la mise en bourse, et en raison des freins d'ordre financier et administratif qui bloquent un petit peu nos financements en France. Ouais, alors, il nous reste un peu moins d'une minute pour répondre à la question. Est-ce qu'il faut encore investir? Le marché, le futur de ce marché, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le futur du marché des biotech est assez palpitant. C'est que grâce aux biotech, on améliore notre mode de vie. Ça nous permet de lutter contre des maladies et notamment contre des virus. Et on est vraiment dans le thème aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce aux biotech, on a développé un vaccin en moins d'un an, grâce notamment à deux biotech, c'est BioNTech l'allemande et Moderna l'américaine. On a développé un vaccin en moins d'un an, ce qui est un temps record. En général, on développe un vaccin dans les 7 ans.
dans le domaine de la santé, 30% des traitements viennent aujourd'hui des biotech. On estime qu'en 2050, on aura plus de 80-90% des traitements qui viendront des biotech. Donc, si je vous entends bien, la réponse à la question, c'est qu'on peut continuer d'investir parce Voilà. que c'est un secteur en forte croissance. Exactement, c'est vrai que c'est un secteur qui va très probablement progresser. 30% déjà de progression cette année en bourse pour le Nasdaq Biotech Technologies. Et du coup, on estime cette année qu'on pourrait être de l'ordre de supérieur de 10% en termes de performance. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé, Antoine Fraisse-Soulier, à l'émission. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. Allez, on passe à Smart Connect pour tout comprendre d'un secteur qui change quotidiennement nos vies, le e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Entre les deux confinements, les couvre-feux qui compliquent les courses et incitent à se faire livrer, les cadeaux de Noël, vous avez l'impression de crouler sous les colis depuis des mois. Ça tombe bien, mon invité a une solution à vous proposer. Bonjour Léa Go. Bonjour. Bienvenue. Vous avez créé avec Anne-Sophie Raoult la société Ipli, toute jeune start-up. C'était en juillet dernier. Vous êtes basé au Havre. Quelle est votre idée et comment elle se développe surtout? Parce que ça va assez vite, je crois. Alors l'idée, c'est de concevoir un colis qui n'a plus vocation justement à finir dans les poubelles, mais de faire en sorte qu'il soit réutilisé de façon massive, 100 fois. Donc pour à la fois diminuer l'impact du e-commerce, mais également réduire le nombre de déchets que nous, en tant que particuliers, on doit jeter à la poubelle. Donc juillet, c'est tout jeune. Vous en êtes où de votre développement? Juillet, c'est effectivement tout jeune. On a lancé donc le 1er juillet. En 6 mois, on a un peu plus de 70 clients qui sont des marques textiles pour la plupart, des marques plutôt engagées, mais également des marketplaces comme Cdiscount par exemple, qui testent actuellement nos colis. Donc effectivement, ça va très vite. Il y a une trentaine de marques qui nous rejoignent tous les mois. Et donc l'objectif, c'est de permettre à tous, lorsqu'on fait nos achats en ligne, de commander en colis réutilisables. Voilà, si on se projette dans le futur, c'est l'objectif de cette émission. Vous pensez que votre solution, c'est l'avenir du e-commerce, parce que le e-commerce doit justement répondre aussi à la pression de ses utilisateurs, des consommateurs, des citoyens que nous sommes les uns les autres? C'est exactement ça. Je pense que le gros apprentissage de 6 mois d'activité, c'est vraiment que les marques, les marketplaces sont à l'écoute des consommateurs. Et si elles choisissent de s'orienter vers des solutions comme ça, c'est évidemment pour des convictions propres, mais aussi parce qu'il y a une très très forte demande de la part des particuliers qui demandent des solutions plus responsables. Ouais. Vous avez combien de colis en circulation là aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me le dire? On a 60 000 colis en circulation. Ouais. C'est un nombre qui augmente vraiment régulièrement. Et le bon côté, c'est que la preuve est faite que les gens renvoient vraiment les colis. Et donc ces 60 000 colis tournent réellement. Alors c'est ça qu'il faut expliquer. Comment ça marche? C'est-à-dire que moi, je reçois un colis Ipli, je le déballe déjà. Quand je le déballe, faut pas que je le casse. Et alors c'est un colis souple effectivement, qui est fait pour être manipulé, qui est fait pour être réutilisé. Donc c'est un colis qui peut être plié, il y a un système de pliage qui permet au particulier qui reçoit le colis de le plier, de glisser dans une petite enveloppe qui est attachée au colis, qui est déjà pré-affranchie et qui permet d'être glissé dans n'importe quelle boîte aux lettres, partout en France, demain en Europe, et qui nous permet de remettre en circulation tous les colis. Ça veut dire que ce système vous interdit d'expédier des gros objets? Alors on a fait le choix sur nos premiers mois d'activité de nous concentrer sur un secteur qui est celui du textile, donc des colis souples, plutôt de format relativement petit. On a un nouveau produit avec un format boîte qui sort dans quelques semaines et qui va lui être destiné aux produits plus fragiles. Et bien sûr, en fonction de la demande, l'idée c'est de développer d'autres typologies de produits pour remplacer les emballages à usage unique. Ils sont plus résistants que les autres? On peut les réutiliser combien de fois vos colis? Ils sont effectivement plus résistants, on peut les réutiliser une centaine de fois. Donc on a fait des tests avec des laboratoires, avec des experts, pour pouvoir tester la résistance de ces colis, pour qu'ils soient vraiment à l'épreuve du temps et de l'usage des particuliers. Ils se perdent parfois? Ils se perdent parfois, effectivement, c'est l'un des gros enjeux pour nous de faire en sorte que ces colis reviennent tous jusqu'à notre atelier. Donc on a aujourd'hui 89% des colis qui reviennent effectivement. Ceux qui ne reviennent pas, d'après les études que nous avons faites, c'est que souvent ils sont réutilisés dans les réseaux particuliers, donc pour des envois entre particuliers. Est-ce que vous avez mesuré votre impact positif, ce que votre solution fait économiser en carton évidemment, mais, ou en plastique ou en déplacement?
Effectivement, c'est l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de nous assurer que c'était une vraie bonne idée sur le plan environnemental et de pouvoir le quantifier, pouvoir le mesurer. Donc on a fait réaliser ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Et les chiffres que l'on peut retenir, c'est qu'un colis réutilisé 100 fois, c'est jusqu'à 25 kilos de déchets qui sont évités. Et c'est également une réduction de l'impact carbone de 88%. Eh ben voilà, des chiffres qui donnent de l'espoir. Bon vent à Ipli. Merci beaucoup Léa Gau et bravo pour cette idée. Bravo aussi Anne-Sophie Raoult qui l'a créée avec vous. Allez, on marque une courte pause avec des réclames de 2021 et puis on repart dans le futur. On va se promener dans la ville du quart d'heure. À tout de suite. Smart Future, seconde partie, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Bismart. On découvre ces entreprises qui innovent, qui sont en train d'inventer les objets de notre quotidien pour demain. Et dans la prochaine demi-heure, ce sera d'abord Smart City. On va visiter la ville du quart d'heure avec celui qui a inventé ce concept, Carlos Moreno. La ville de Paris en a fait son modèle, vous le verrez, juste après ces titres. Et puis dans Smart Move, vous découvrirez Cosmo Connected. C'est une start-up qui est spécialisée dans les objets connectés relatifs à la sécurité et à la mobilité pour rouler plus sûr à vélo, moto et en trottinette. Vous êtes sur Bismart, vous êtes dans le futur. C'est Smart City tout de suite. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Bienvenue dans la ville du quart d'heure. On découvre ce concept et ce qu'il suppose d'innovation, de réaménagement avec Carlos Moreno. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Professeur des universités, expert ville et territoire de demain, un pionnier de la ville intelligente. Et vous publiez Droit de cité de la ville monde à la ville du quart d'heure. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et Arnaud Ngacha. Bonjour Arnaud. Bonjour. France Télévisions, et on se connaît des années France Télé, mais aussi adjoint en charge de l'international et de la francophonie à la mairie de Paris qui veut justement devenir la ville du quart d'heure. Ça fait partie des ambitions et des objectifs affichés par la maire de Paris. Carlos Moreno, c'est quoi ? C'est quoi la caractéristique de cette ville de demain ? Moi, il y a deux mots qui me viennent en tête assez vite, c'est proximité, on comprend ça avec la ville du quart d'heure, et puis l'humain aussi, l'humanité. Ce sont deux éléments qui sont effectivement au cœur. Mettre l'humain au centre de nos préoccupations, c'est la proximité pour redécouvrir énormément des ressources que nous avons près de chez nous et qui sont mal utilisées. C'est diminuer les mobilités pendulaires, donc 1 heure, 1 heure et demie souvent aller, autant retour. C'est également donner la possibilité de retrouver de la solidarité dans les courtes distances. Et c'est lutter pour le climat avec moins d'émissions de CO2 et à une époque des pandémies planétaires, eh bien, ce concept fait florès dans le monde entier parce qu'il montre que nous pouvons vivre avec de la distance physique, comme on dit, mais tout en gardant du lien social. Regardez l'endroit où nous sommes ici dans un ancien parking. Oui, c'est vrai. Qui a été reconverti en studio télé. Ça s'appelle la chronotopie, un lieu, plusieurs usages, et chaque usage, de nouveau possible. C'est ça, la ville du quart d'heure. On l'expérimente parce que vous y habitez. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a plus de voitures, mais on fait de la télé dans un ancien parking et qui pourra redevenir un ancien parking. On ne sait jamais dans les prochaines années. Mais cette histoire d'un lieu, plusieurs usages, c'est même dans une chronologie plus courte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on peut avoir une entreprise on peut imaginer une entreprise qui va le soir passer 20 heures, laisser son parking ouvert pour d'autres usagers que ses salariés. Tout à fait. Et c'est une utilisation beaucoup plus intense des centaines de milliers de mètres carrés que nous avons toujours dans nos villes. Et donc, pourquoi j'irais faire 1 heure de transport jusqu'à un lieu quand, tout simplement, en reconfigurant en fonction de la journée ou de week-end les infrastructures dont je dispose, je peux mieux les utiliser. C'est aussi les rythmes de vie. On appelle ça les chrono-urbanismes, c'est-à-dire pouvoir offrir un rythme de vie qui soit différent. Pourquoi tout le monde doit partir à la même heure, dans la même plage horaire pour utiliser soit les métros, soit des voitures individuelles, ce qui était encore pire. Mais il y a aussi un autre aspect qui est la place de l'humain, comment lui assurer un confort, mais également cet amour des lieux. Ça s'appelle la topophilie. C'est-à-dire que
on soit plus à l'aise à l'endroit où on vit. On se réapproprie l'endroit où on vit d'une beaucoup certaine plus façon. d'attachement. Ouais. Et donc, ça lutte contre l'anonymat, ça lutte contre la solitude, contre les angoisses. Beaucoup de voisins qui ne se connaissent même pas, et dans beaucoup des lieux. Et donc, on a découvert aujourd'hui, avec la pandémie, que cette proximité existe. Regardez un café. À 17h dans un café, on peut les transformer en un cours de langue. On a des associations qui, donc, de 17h à 19h, eh ben, le café, c'est un lieu dans lequel on fait un cours, ça s'appelle l'association polyglotte. Et dans le café, on ne vient pas boire un coup. Dans cette tranche horaire, on vient donc apprendre la langue. Une discothèque, jeudi, vendredi et samedi, dès 10h du matin, de 10h du soir à 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps? Eh ben, dans l'après-midi, on peut le transformer en salle de sport avec de la Zumba. Tout est en place. Oui. Il faut juste un coach. Oui, ok. Bon, les décors de discothèque de jour, ils sont souvent un peu moches, hein, mais bon, il faudra peut-être un peu les transformer. On le fait mais déjà ça dans c'est plusieurs autre villes du chose. monde. Arnaud Ngacha, Paris, je le disais en titre, est sur le chemin de cette transformation en ville du quart d'heure. Vous en êtes où? Est-ce que ce chemin, il est encore long? Parce que ça suppose quand même des aménagements, un certain nombre de transformations. Non, le chemin n'est plus long. Vous l'avez dit, la maire de Paris a repris ce concept qui est né de l'imagination de Carlos Moreno et elle l'a popularisé en faisant un thème de campagne. Donc c'est comme cela que ce concept aujourd'hui existe à Paris. Lors du dernier Conseil de Paris a été voté en Conseil de Paris le démarrage, on va dire, du concept de la ville du quart d'heure, qui va commencer notamment dans les différents arrondissements de la capitale, notamment par le fait d'ouvrir un certain nombre d'écoles, d'espaces dans les écoles, de faire vivre ces espaces dans les écoles, et puis tout autour, de voir comment les espaces dans les différents arrondissements sont réaménagés, comme l'a dit Carlos. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément des réaménagements, des travaux lourds qui sont nécessaires pour aller vers la ville du quart d'heure? Absolument pas. Carlos l'a dit. L'idée, c'est surtout d'utiliser différemment l'espace public et non pas de construire des nouveaux espaces. C'est une transformation totale. Anne Hidalgo change la manière dont on se déplace dans la ville, change aussi la manière dont la ville est aménagée et dont on utilise les différents équipements. Et la ville du quart d'heure répond à ça. Il y a une transformation profonde des habitants dans les arrondissements, la façon dont ils vivent dans leur arrondissement, ils se déplacent aussi dans la capitale et à l'intérieur de l'arrondissement dans lequel ils vivent. La crise Covid, vous avez commencé à en parler, mais ça rend cette mutation d'autant plus urgente pour vous, Carlos Moreno? Elle est devenue urgente, surtout pour les maires qui sont à la tête de villes, même des grandes villes, et qui s'est posé la question de comment faire face, d'un côté, à l'urgence climatique, 5 ans après les accords de Paris, et maintenant à une situation dans laquelle on ne peut plus se déplacer de la même manière, on ne peut pas aller travailler comme on travaillait avant. Et donc, les maires du monde, je prends le réseau mondial des villes pour le climat, les C40. Et ben, les C40 a créé une task force pendant la pandémie pour trouver des solutions. Ils sont adoptés la ville du quart d'heure comme un élément clé de leur stratégie de sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 90 villes du monde sur les 5 continents qui vont dans l'essence de cette implémentation pour vivre autrement. La voiture, est-ce qu'elle a encore sa place dans la ville du quart d'heure? Je vais même être plus précis. La voiture à l'ancienne. La voiture carbonée. Voilà. Oui, la voiture thermique, il est évident que c'est quelque chose qui a rendu service à un certain moment de l'histoire de la modernité, mais il n'a plus sa place, notamment dans les villes à haute densité. Donc, ce n'est pas une question qu'on soit pour ou contre les voitures, c'est juste une question de santé publique, de qualité de vie et d'organisation de la vie urbaine. Et donc, les voitures diesel, aujourd'hui, les particules fines, tuent 40 000 personnes par an. Et donc, aujourd'hui, il faut tourner la page. Et la ville des quarts d'heure offre cette notion de rendre la ville
vivable. J'entends et je suis sensible à cet argument, mais ça pose un autre défi, qui est le défi de l'électrification des villes. C'est-à-dire que voitures électriques, trottinettes électriques, vélos électriques, etc., il va falloir supporter la charge. C'est un défi pour EDF, pour RTE, c'est un défi pour les villes aussi, Carlos Moreno. Bien sûr. Et en fait, la vraie réponse, elle n'est pas sur comment on assure plus de mobilité, mais plutôt comment on développe une ville avec la démobilité, c'est-à-dire s'interroger pourquoi on se déplace. Il faut quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. Il faut arrêter avec l'obligation de me déplacer parce que je ne peux pas faire autrement. Et cette pandémie nous a montré que l'obstacle principal qui m'avait été soulevé conceptuellement il y a 5 ans, quand j'ai posé ces concepts-là, on m'avait dit c'est le travail, tu es un utopiste Carlos, parce que personne ne pourra travailler près de chez soi. La pandémie aujourd'hui oblige à trop travailler trop près de chez soi, et c'est même dans son lit, et c'est pas du tout bon. Donc maintenant, nous allons vers de nouvelles organisations du travail. J'ai préconise ce qu'on appelle le corpo working, les travails distribués. Mais vous répondez, puis après je poserai la même question à Arnaud Ngacha, vous ne répondez pas tout à fait à la question de l'électrification. J'ai bien compris que si on a moins besoin de se déplacer, on va moins solliciter le réseau électrique, mais quand même, il faut aussi inventer des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Ça fait partie des défis de la ville du quart d'heure. Vous avez tout à fait raison, c'était la deuxième partie de ma réponse. La première, elle est plutôt radicale, on doit aller vers la démobilité. J'ai écrit un certain nombre d'articles là-dessus et aujourd'hui, on est un courant installé dans l'opinion mondiale, la démobilité comme la voie de sortie. Et ensuite, il faut appliquer à l'énergie la même conceptualisation que nous appliquons à la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, c'est un Big Bang de la proximité. C'est la décentralisation massive. Par rapport à l'énergie, c'est la même démarche. On doit aller vers des modes de distribution électrique très décentralisés. Vous avez des technologies comme le blockchain qui permettent de créer des micro-contrats avec des microservices. On doit gérer aujourd'hui des bouquets de services électriques de natures différentes, donc ce qu'on appelle l'intégration du mix énergétique. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité finalement de produire des nouveaux matériaux qui consomment beaucoup moins, avoir des modes de vie également qui soient dans la frugalité et éviter cette idée que dans la ville, les ressources sont illimitées, y compris électriques, parce que ce n'est point le cas. Arnaud Ngacha, est-ce que là, on n'est pas obligé d'anticiper, d'imaginer, de prévoir quand même des travaux assez lourds pour que les immeubles d'une grande ville puissent être en capacité de participer à ce mix énergétique? Des travaux assez lourds, je ne pense pas, Carlos l'a très bien dit, c'est surtout un changement aussi de la façon dont c'était organisé auparavant. Oui, mais un immeuble, il ne va pas, comme ça, d'un claquement de doigts, se mettre à produire de l'électricité et à produire son énergie. Non, bien sûr, il y a une adaptation, une adaptabilité, on va dire, qui doit se faire. Je tiens d'ailleurs à signaler, parce qu'on disait tout à l'heure, pour montrer l'importance quand même que ce concept David du quart d'heure a pour Anne Hidalgo, c'est que 2 de ses adjoints en ont la charge, en dehors de l'aspect international dont nous parlons. Il y a Karine Roland, qui est une adjointe en charge de David du quart d'heure, et aussi Patrick Bloch, qui est aussi tous les deux qui travaillent, et ça irrigue toutes les directions, on va dire, de la ville de Paris. Et c'est important de le dire, parce que c'est vraiment un concept aujourd'hui qui par le biais du travail de ces 2 adjoints, irrigue l'ensemble du travail que font les autres adjoints, dont moi à l'international. Et pour revenir à votre question, oui, il y aura une adaptation. Mais je tiens à dire que c'est un travail qui se fait aussi avec les grands patrons, parce que là, nous avons fêté les 5 ans des accords de Paris. Enfin, en tout cas, nous avons fait une manifestation dans le cadre des 5 ans des accords de Paris. Il y avait Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui était là pour parler justement des enjeux liés au changement climatique, à l'adaptation de son groupe au changement climatique. Donc on voit bien que les grands patrons toutes ces entreprises énergétiques sont dans cette réflexion de changer aussi leur modèle, de l'adapter aux sociétés de demain et à la ville de demain. Vous disiez que la principale objection qu'on vous donnait, qu'on vous présentait, c'était le travail.
Mais il y a aussi le prix de l'immobilier, c'est-à-dire que dans une grande ville, moi je trouve ça super, l'idée de pouvoir tout faire dans un quart d'heure de chez soi. Encore faut-il pouvoir travailler dans les grandes villes, enfin vivre dans les grandes villes, se payer un appartement ou un loyer. Oui, effectivement. Le travail, ce n'est plus un obstacle. On le voit avec la pandémie et au niveau mondial. On est capable aujourd'hui de décentraliser le travail et de construire des alternatives à un travail distribué. On est d'accord, le prix de l'immobilier, c'est plus compliqué. Foncier. Donc, ça nous amène effectivement à des réflexions extrêmement intéressantes qui sont en cours. J'avais une grosse réunion hier et tout à l'heure avec toute une équipe de 15 personnalités européennes pour travailler exactement sur ce sujet-là. Je vais vous donner plusieurs pistes. Rapidement, parce que le temps nous est compté, mais on entendra parler dans le mois qui viennent de ces pistes que je vais évoquer. Et la première, c'est le fait qu'il faut changer l'approche de la manière comme le mètre carré est géré au niveau des villes. C'est-à-dire qu'on aura une tendance nouvelle dans les villes pour qu'il y ait les foncières des villes qui se créent et qui se développent et qui puissent prendre des mètres carrés qui, appartenant à la ville, joueront un rôle des régulateurs par rapport au prix. Donc inciter les grandes municipalités, les municipalités à acheter, à préempter des mètres carrés. Oui, ou à mieux utiliser leurs filiales. Ou à utiliser ce qu'ils existent. Je prends le cas de la ville de Paris, mais je peux prendre le cas de la ville de Nantes, de la ville de Mulhouse, qui travaille avec nous en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres lieux. Il existe déjà des filiales, donc des villes, notamment qui gèrent des parcs résidentiels ou tertiaires, HLM ou autres, qui sont donc en fait des bailleurs qu'on appelle, ou des bailleurs sociaux, des bailleurs du secteur régulé. Mais on en a aussi qui gèrent donc des mètres carrés pour le commerce. Donc nous incitons les villes à se constituer donc en foncières qui peuvent prendre des mètres carrés et jouer un rôle de régulation parce qu'elles peuvent les soustraire du marché immobilier spéculatif et avoir donc la possibilité d'irriguer en incitant le commerce, le mix fonctionnel, le mix d'usage et le mix de risque. Ok, donc premier exemple, Arnaud Higacha, vous êtes sur ce chemin déjà, puis après vous continuerez à développer. Je me réjouis parce que c'était un des grands thèmes de la campagne d'Anne Hidalgo qui va créer une foncière, elle l'a dit, parce que la question du logement, vous avez tout à fait raison, une question centrale, cette pression qui est mise notamment sur les classes moyennes avec le coût du logement. On peut reconnaître à Anne Hidalgo depuis toujours, notamment par sa politique de logement social intermédiaire, de pouvoir permettre à ce que les classes moyennes puissent rester dans Paris. Ça se poursuit. Elle l'a annoncé pendant sa campagne électorale qu'elle va créer cette foncière avec des grands opérateurs privés pour pouvoir justement préempter. Et puis, je note aussi ce travail que fait Yann Brossa de transformation d'un certain nombre de, par exemple, de bureaux qui sont aujourd'hui rachetés par les organismes de la liste de Paris et transformés en appartements, en logements sociaux, en logements intermédiaires. Donc, il y a ce travail qui est fait par la ville pour pouvoir maintenir à Paris tout un écosystème, toutes les classes sociales dans la capitale. Ce qui est un sacré défi parce que ce qui est un défi. Ces dernières décennies, ça a plutôt été un trajet inverse, c'est-à-dire des Parisiens qui devaient quitter la capitale parce qu'ils ne pouvaient plus se payer. Non mais Thomas, c'est un défi auquel sont confrontées toutes les grandes métropoles à travers le monde, mais il faut quand même noter qu'à Paris, quand on voyage à Londres ou qu'on va à New York, on se rend compte quand même qu'à Paris reste des classes moyennes et reste... Oui, ça reste une des villes les plus chères au monde quand même. C'est une des villes les plus chères au monde, mais je suis un élu du 9e arrondissement. Je peux vous dire que dans le 9e arrondissement, il y a encore énormément de classes moyennes qui y vivent. 3 minutes 30, d'autres exemples, parce que vous aviez plusieurs exemples sur le foncier. Il y a un deuxième niveau de réflexion et de disruption de la manière comme on habite dans les villes. Aujourd'hui, les logements sont liés à un mètre carré qu'on va payer pour le prix du mètre carré et pour ce qu'on appelle les charges. Les charges sont des services indoor. Le chauffage, l'électricité ou la verticalité, l'ascenseur, l'interphone, les servitudes. Nous pensons, dans mon groupe de recherche, qu'avec la ville du quart d'heure, on va découvrir la proximité. Donc on va découvrir énormément des services qui ne sont pas tout à fait bien utilisés. Il y a toujours de la place dans les restos, il y a toujours des manicures, il y a toujours des coiffeurs. Il y a ce qu'on appelle les ressources qu'achète la ville, qui existe déjà. Donc avec un coût marginal proche des zéros, on peut augmenter
les taux de fréquentation. Et donc, nous pensons qu'il y aura une nouvelle disruption dans le monde du logement par rapport au mètre carré, que nous appelons donc l'habitat comme un service. Vous connaissez donc la mobilité comme un service, MaaS, vous connaissez les softwares comme un service, les SaaS. Nous pensons qu'il y aura de nouveaux modèles d'usage qui vont entraîner de nouveaux modèles économiques et dans lesquels le logement deviendra un service. C'est-à-dire que le mètre carré, on va le dissocier de la propriété du sol, c'est-à-dire qu'on peut avoir les villes propriétaires du sol et par-dessus des modèles économiques de l'usage du sol, donc une dissociation qui, elle, déjà, va casser les prix. Et c'est un peu l'objectif de la frontière comme Paris ou comme celle de Barcelone, qui sont en cours d'être mises en place. Donc, en séparant la propriété du sol de l'usage, ce qui se fait à Vienne. Mais une fois qu'on a séparé ça, ça veut dire qu'on peut intégrer dans les mètres carrés par rapport à la location des services qu'on peut avoir autour. Donc ça rentrera dans le prix de la location. Bien sûr. D'accord. Et ces services pourront être accessibles moyennant. Donc, comme une charge, comme si c'était variable liée au chauffage ou à l'électricité, mais liée à l'usage des services de proximité qui vont être en mode remplissage, donc à un coût marginal proche de zéro, puisque quand un restaurateur est 30 tables et 10 utilisées, il peut en avoir 5 ou 6 ou 10 de plus, à coût marginal zéro, ça sera de toute manière meilleur pour lui que si elle est vide. Et pour l'utilisateur, il aura accès à ces services-là. Donc le logement comme service, ça sera une rupture qui est étroitement liée à la découverte de la proximité des ressources cachées. Et la technologie, le numérique, c'est un allié essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va faire du trading. C'est-à-dire qu'on pourra en temps réel mesurer les taux d'utilisation, les taux de fréquentation, et à ce moment-là, on pourra avoir des plats disponibles pour les gens en fonction de ces pics d'utilisation, comme des services comme Groupon ou comme La Fourchette, mais appliqués à des services qui seront liés cette fois-ci au logement par rapport donc, aux gens qui habitent. Et donc l'alliance de la technologie, du trading numérique à haute fréquence, de l'analyse de la fréquentation, avec de nouveaux modèles de services liés au logement dans lesquels on a un abonnement dans son logement qui vous donne accès aux services. Vous avez déjà des loyers dans lesquels est inclus les prix de l'Internet. Il coûte 1 euro. Et ça sert à la même chose demain, mais dans lesquels on hybride l'usage de l'Internet avec l'usage des choses de la vie quotidienne, comme un restaurant, un coiffeur, une manicure. Et pour des personnes à bas ressources, c'est avoir de la dignité sociale, de l'inclusion sociale. Et j'appelle ça loger quelque part, habiter dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, les gens logent quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville, parce qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer, ils sont à sec. Et ils n'ont plus les moyens de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Et je renvoie à votre livre, Carlos Moreno, Droit de cité de la ville-monde à la ville du quart d'heure. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. À bientôt sur Bismart, j'espère. Allez, tout de suite, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités, c'est Smart Move. Smart Move, notre coup de projecteur hebdomadaire sur les entreprises qui réinventent les transports et la mobilité. Bonjour Anne-Sophie Frenov, bienvenue. Merci Thomas, Vous êtes, bonjour. La présidente de Cosmo Connected. Votre business, c'est notre sécurité à 2 roues, je peux résumer ça comme ça ? Oui, c'est bien résumé. On est là pour équiper et sécuriser l'urbain en mobilité. Donc c'est tous ceux qui se déplacent en trottinette, en vélo, en scooter. Avec quel type de produit ? Décrivez-nous un peu. Il y a les... Alors moi j'ai beaucoup regardé et vu les casques dans la rue ou sur votre site. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces casques ? Alors on a plusieurs produits, mais pour en citer un, c'est le Cosmo Ride qui est un feu amovible en fait qu'on va pouvoir fixer sur le casque, sur n'importe quel casque ou sous la selle de vélo, et qui a un feu connecté en fait qui est à hauteur d'yeux des automobilistes et qui va tout simplement pouvoir alerter lorsque je freine, et aussi à l'aide d'une télécommande que j'ai sur mon guidon, je vais pouvoir communiquer si je tourne à droite, à gauche, avec ce fameux clignotant. Et avec notre application Cosmo Connected, je vais pouvoir aussi partager, par exemple, mon trajet avec mes proches, ou aussi alerter mes proches en cas de... Oui, j'ai vu qu'il y avait... Ça s'appelle l'ange gardien, c'est ça, ouais, c'est ça? Donc ça fonctionne comment ça ? C'est un détecteur de choc, de mouvement. Oui, c'est ça, c'est un détecteur. En fait, on a un logiciel qui est dans le produit, en fait, et un détecteur de chute, et qui, grâce à l'application, donc qui sont connectés ensemble, va pouvoir justement alerter mes anges gardiens que je vais au préalable enregistrer dans mon application.
Bon, si on a un coup de colère et qu'on jette son casque, il faut prévenir ses proches qu'il ne nous est rien arrivé de grave quand même. On parlait à l'instant de la ville du quart d'heure avec Carlos Moreno, Arnaud Ngacha. On l'espère plus apaisé qu'aujourd'hui, parce que circuler à 2 roues dans les villes, dans les grandes villes, c'est un peu un combat. Ouais. Vous avez cette notion-là en tête quand vous pensez vos produits ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir dans les villes, qui vont y vivre ou en tout cas y travailler. Donc les villes sont de plus en plus denses, que ce soit Paris, mais aussi d'autres villes comme Rennes, Reims, Lyon, Bordeaux, Grenoble et partout dans le monde. Et on le sait, il y a évidemment des enjeux écologiques. Il faut qu'on réduise l'impact carbone. Donc voilà, on le sait, la voiture, en tout cas, telle qu'on la connaît, qui n'est pas électrique, n'a plus sa place. Et donc, les gens ont besoin de toute façon de se déplacer à un point A à un point B. Et donc, aujourd'hui, c'est le vélo, c'est la trottinette. Peut-être que demain, ce sera d'autres formes de mobilité, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que le plus gros frein aujourd'hui pour utiliser ces formes de mobilité, c'est la sécurité. Et donc c'est vrai qu'avec nos produits, la vision c'est qu'un jour on puisse se sentir autant en sécurité sur un vélo, sur une trottinette avec nos produits qu'on pourrait l'être par exemple dans une voiture. Voilà. Vous avez signé un partenariat avec une marque de valises, c'est ça, avec DLC. Alors pourquoi? Ça marche comment? En fait, DLC, c'est un expert en bagagerie. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont au travail en vélo. Donc, ils ont tout simplement besoin d'avoir un sac à dos dans lequel ils vont mettre leur ordinateur, leurs effets personnels. Et donc, DLC a lancé une gamme de sacs à dos qui sont imperméables, toutes ces choses-là. Et donc, on s'est associés pour développer en fait un produit ensemble qui s'appelle le Securain Connecté, où vous avez le sac et notre produit Cosmo Ride qui va permettre justement d'être plus visible et de pouvoir et d'apporter toutes les fonctionnalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez signé des partenariats avec les sociétés de micro-mobilité? Il y en a beaucoup. Parce que voilà, quand on est abonné à une société de trottinette électrique, on n'a pas forcément la sécurité que vous proposez. Oui, alors aujourd'hui c'est donc un produit nos produits donc on va pouvoir les acheter sur notre site internet, chez tous les retailers tels que Fnac, Darty, Boulanger et autres. Et en effet c'est un produit en fait qui est amovible, donc je vais pouvoir l'utiliser sur mon casque personnel ou sur mon vélo personnel, ou si c'est un vélo partagé, je vais pouvoir l'utiliser sur ces produits partagés. C'est-à-dire que la connexion fonctionnera aussi, l'appli fonctionnera aussi, quel que soit l'outil de mobilité en quelque sorte. Quel que soit l'outil de mobilité, exactement. Donc que ce soit des outils de mobilité on appelle ça en free floating, lorsque ce sont des outils partagés, ou que ce soit mon vélo personnel, je vais pouvoir utiliser mes produits Cosmo Connected. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie Frenov. Bon vent à Cosmo Connected. Voilà, c'est déjà la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a permis de bien préparer et aider à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, évidemment. Et dès lundi, pour Smart Impact, vous pouvez revenir en 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.